Coucou mes amours, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques temps déjà maintenant, donc ça va être une vidéo avec un sujet très 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 sérieux qui sera du coup les pervers narcissiques. Donc j'en ai connu un dans ma vie et je pense que c'est bien d'en parler, de libérer la parole par rapport à ça pour aider peut-être d'autres personnes à voir des signes et à surtout fuir ces personnes, ce type de personnes, hommes ou femmes. Donc je vais du coup vous raconter déjà mon expérience, ma rencontre, sans aller trop dans les détails, mais vous dire en gros, vous donner aussi les petits signes qui peuvent vous aider. Mes tresses elles sont complètement gâtées là. Je les enlève demain parce que là c'est plus possible. Euh, donc oui, les signes justement pour reconnaître ce type de personne. Parce que voilà, il y a des signes assez précis, surtout au niveau du caractère, au niveau vous allez vite pouvoir remarquer en fait. Et surtout parler du fait que voilà, souvent on juge à tort les personnes qui sont victimes de violences en pensant que c'est des personnes qui n'ont pas de caractère, pas assez de caractère pour quitter la personne, pour se protéger, etc. Évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Ça me stresse. Ça me gonfle là. Alors attendez, ouais c'est mieux comme ça. Donc oui, évidemment c'est plus compliqué que ça et ce n'est pas une question de caractère. J'ai un caractère qui est dit assez, j'ai un caractère assez fort. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire de base. Je suis assez rebelle, ouais, comme quoi ça peut vraiment arriver à n'importe qui, pardon. Et c'est ça qui est très très important de dire, c'est qu'il n'y a pas de. On va voir que les pervers narcissiques par contre ont un type de proie, mais par contre ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Donc pour commencer, je vais vous raconter du coup ma propre histoire. Donc c'était en 2012, voilà, en 2012, je sortais d'une histoire un peu compliquée, voilà, une personne sur qui vraiment pour qui j'avais eu un coup de foudre et voilà, ça s'est mal passé au final. Donc évidemment, j'avais le cœur brisé à ce moment-là. Je ne voulais absolument pas être en couple. Donc c'était pendant l'été. Donc voilà, je voulais m'amuser avec mes copines, je travaillais en même temps. Donc je voulais profiter de mon été en dehors du travail et c'est tout. Je voulais vraiment pas de me mettre en couple ou rencontrer quelqu'un. Donc j'ai ma petite soeur et mon meilleur ami qui étaient venus en vacances chez moi pour un week-end il me semble ou un peu plus. Et en fait, donc en sortant du travail, mon meilleur ami m'a demandé si on pouvait aller faire un tour en ville. Donc moi je viens de Lyon. Donc il voulait qu'on puisse profiter vu que toute la semaine j'avais travaillé donc j'avais pas pu sortir avec lui et ma soeur. Donc il m'a dit s'il te plaît, je sais que t'es fatiguée après le boulot mais j'aimerais bien qu'on sorte se promener un petit peu au centre-ville. Donc bon j'étais vraiment pas chaude de base mais je dis bon c'est vrai que tu repars après, ok. Donc on a pris le métro et en fait, il y avait un groupe de 3 garçons qui étaient dans le métro, qui n'arrêtaient pas de regarder dans notre direction. Donc nous, on a forcément fait attention. Donc en sortant du métro, on est sorti et en fait ils se sont retrouvés devant nous. À ce moment-là, il y en a un des trois qui vient nous demander une information, il cherchait un certain arrêt de bus. Donc je lui indique, tu sors par là, tu vas par là, et puis tu vas trouver l'arrêt de bus. Donc on commence un petit peu à discuter tout en marchant vers la sortie du métro. Et bon moi, déjà, première chose, c'était pas du tout mon type d'homme. Voilà. Enfin celui qui me parlait du coup, qui est mon ex, n'était pas du tout mon type de mec. Euh, donc bon, a priori, c'est pas quelqu'un sur lequel je me serais arrêtée ou vers qui je serais allée. Donc on a comme par contre super sympa, on discutait, ça se passait super bien. Voilà, tu fais quoi? Bah, il me disait que du coup il était là pour une semaine pendant les vacances et que lui il venait du nord de la France. Donc on a bien discuté, il m'a dit écoute est-ce qu'on peut, une fois qu'on les a raccompagnés à l'arrêt de bus, est-ce qu'on peut rester en contact? Je te laisse mon numéro de téléphone, si on peut se voir, boire un verre et tout, pourquoi pas? Je lui ai dit bon, pourquoi pas? Je me suis dit très sincèrement au pire des cas ça finira en amourette de vacances et puis voilà. Euh, Ça ira pas plus loin, il vient pas d'ici. Moi, les relations à distance, c'est mort, je n'aime pas ça. Je ne tente même pas l'expérience pour vous dire, donc voilà.
On s'est échangé les numéros, on est resté en ville, moi et mon meilleur ami, puis on est rentré. 2 jours après, il m'a du coup envoyé un SMS pour aller boire un verre en ville. Euh, en fin d'après-midi, j'y suis allée. J'ai pris du coup ma soeur et mon meilleur ami avec moi. Il avait ramené ses copains aussi, donc voilà, on a traîné, on allait boire un coup, tout ça. Franchement, rien de spécial. Je le trouvais super sympa, il était super marrant, euh, mais pas mon style de gars. Donc à force, donc plusieurs jours, on s'est vu plusieurs jours d'affilée. Et c'est vrai que du coup, il me posait pas mal de questions. C'est quoi ton type de mec? Euh, Qu'est-ce que tu recherches comme relation si tu tombes sur quelqu'un qui veut être sérieux avec toi? Donc moi, je lui disais, naïvement, enfin, on me pose la question, donc je lui dis mes attentes, ce que je recherche chez un homme, etc., etc. Et tous les jours d'après, en fait, il correspondait à ce que j'avais demandé. Sauf que moi, j'avais pas fait attention. En fait, il est venu, je l'ai rencontré à un moment où, psychologiquement parlant, j'étais très faible. Donc, voilà, du coup, forcément, il se comportait très bien. Au bout de 2 3 semaines où on se fréquentait, parce que du coup, en fait, il devait rester une semaine de base, mais il m'avait dit, écoute, vu que je t'ai rencontré et que je t'apprécie beaucoup, tu me plais énormément, je rallonge du coup mes vacances et je vais rester un mois pour qu'on ait le temps, du coup, de se connaître, parce que je lui avais dit que moi, les relations à distance, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, au bout des 3 semaines, il me présente sa grand-mère au téléphone. Je parle en FaceTime avec ses oncles, avec ses tantes, avec ses cousins, ses cousines. Donc très rapidement, j'ai été rentrée dans la sphère familiale. Et à ce moment-là, je me rappelle que je me suis dit, mais c'est vrai que voilà, les relations que j'ai eues précédemment, c'était des mecs qui étaient un peu secrets, qui voulaient pas trop me rentrer dans leur vie, tout simplement. Et là, c'est le total contraire. Il m'a déjà introduit à sa famille, donc pour moi, c'était un gage de sérieux. Donc, il me dit, bon, là, par contre, je suis obligée de rentrer. Je suis obligée de rentrer et tout. Donc, si tu veux, moi, j'ai rencontré en juillet. Il m'a dit, ben, le mois d'août, si tu travailles pas, tu peux venir dans ma ville, dans le nord, pour rester tout le mois si tu veux. Ou rester une semaine ou deux, c'est comme tu veux. Donc voilà, je lui dis ok, pourquoi pas. Moi je travaille donc en petite enfance. Les crèches sont fermées le mois d'août, pardon. Donc je pouvais venir. Donc je suis partie avec une ancienne copine. Elle est venue avec moi, du coup on est parti début août. On est resté 2 3 semaines, il me semble. On était logé du coup chez le meilleur ami de mon ex. Voilà, donc ça se passe super bien. En gros, pendant un an, donc la première année de notre relation de couple, il n'y a eu aucun souci, mais vraiment aucun souci. Au contraire, il était exemplaire. J'avais rien à dire. Il venait toutes les vacances scolaires parce qu'il était encore en cours. Donc il venait toutes les vacances pour me voir. Il était super intentionné. Franchement, tout se passait très bien. Il y avait rien de bizarre. C'est après, au bout d'un an, à peu près un an, voire un peu plus, forcément, on est déjà amoureuse, on est déjà attaché. Donc, c'est ça leur tactique. La tactique, c'est de vous faire tomber amoureuse, que vous soyez vraiment dépendante de la relation. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à vous montrer les signes. Donc, ce qui s'est passé au bout des un an, c'est que il a commencé petit à petit à me critiquer sur mon physique, à me rabaisser assez régulièrement. T'as trop grossi, faut que tu maigrisses, tu fais pas assez de sport, euh, patati, patata, j'aime pas ça dans ton caractère, tu n'es pas une personne, t'es pas ambitieuse, ton travail, garder des enfants à la crèche, c'est de la merde. Euh, voilà, c'était constamment, ça a commencé comme ça. Ça a commencé verbalement avec le fait de se faire rabaisser. Il n'y avait pas de coups, rien. À partir de ce moment-là, au bout d'un moment, ça devenait assez récurrent qu'il me rabaisse. Je lui ai dit, écoute, on va arrêter la relation. Parce que moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me rabaisse, j'ai besoin de quelqu'un qui m'encourage. Voilà, qui m'encourage et qui m'accepte surtout comme je suis physiquement. Donc, il n'a pas apprécié du tout. Il n'a pas apprécié. Et ce qui s'est passé ce jour-là, en fait, c'est que j'avais à l'époque un journal intime que je tenais depuis mon adolescence, qui était dans mon appartement bien dissimulé. Et en fait, il est tombé dessus et il a cassé le cadenas. Il a commencé à lire. Donc forcément, il y avait tous mes anciens crushs depuis mes 12 13 ans qui étaient dedans.
Et en fait, il m'a insulté par rapport à ça. Je l'ai mal pris. Donc je lui ai arraché en fait le carnet des mains. Et je lui ai dit déjà ça ne te regarde pas. Tu rentres dans mon intimité, même si de base je ne l'utilisais plus, il était terminé depuis longtemps. Tu n'as pas en fait à ouvrir sans mon accord et à lire. Ça ne te regarde pas. Et à ce moment-là, en fait, il a eu un excès de colère et il m'a poussé sur le lit très très violemment. Et j'étais très choquée. Je l'ai regardé, j'étais choquée. Donc je lui ai dit écoute, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Ça par contre, c'est hors de question, tu rentres chez toi. Donc il est parti. Il est parti, il a continué à me contacter assez régulièrement. Pendant 1 mois et demi, je ne l'ai pas du tout calculé. Il s'est excusé. Donc je me suis dit, bon, peut-être que voilà, il m'a poussé, c'est pas quelque chose de trop grave. Voilà, il était peut-être hors de lui, je vais lui laisser une deuxième chance. Et j'étais déjà amoureuse, dans tous les cas. Donc comme on dit, l'amour rend aveugle, là pour le coup, voilà. À partir de ce moment-là, dès qu'il y avait une contrariété, ça s'est... en fait, ça a évolué. C'était plus je te pousse, c'était des tapes sur la main. Après, c'était des tapes sur la tête. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça a été... c'est monté comme ça. Voilà. Donc, au bout de 2 ans, il vient du coup s'installer avec moi dans mon appartement ici à Lyon. Donc, il quitte sa ville dans le nord pour venir s'installer avec moi. Ça se passe relativement bien, sachant que j'ai eu, enfin avant du coup que je déménage dans mon nouvel appartement, donc c'était en juin 2014, j'ai su qu'il m'avait trompée. Voilà, la fille, j'ai pu discuter avec la fille et tout, et évidemment, euh, je ne suis pas le genre de personne qui va en vouloir à la fille. Même si elle savait, hein, pour le coup là, elle ne savait pas qu'il était en couple, mais même si elle l'avait su, c'est le mec le problème, c'est pas la nana. Donc justement, il était devenu complètement dingue quand il avait su que j'avais discuté avec la fille et que moi je ne leur voulais pas du tout en fait. Donc à ce moment-là, il m'avait cassé mon téléphone. Ça avait pris, et il y avait justement eu ce jour-là un gros souci, c'est que il était parti avec mon téléphone parce que je parlais au téléphone avec la fille avec qui il m'avait trompé. Donc je l'avais suivi dans les escaliers et en fait j'ai voulu reprendre mon téléphone et il m'a mis un espèce de coup ça a tapé mon nez et j'ai commencé à saigner, à saigner, à saigner. Il y a un jeune homme qui avait vu la scène. Lui en fait parce que j'étais montée appeler la police, hein, il a pris peur, il s'est enfui. Et en fait le jeune homme qui passait par là, je me rappellerai toujours, qui s'appelait Ange. Donc si tu tombes sur cette vidéo un jour, je te remercie de tout cœur, même si j'ai pas suivi ses indications. En fait, quand je suis montée chez moi, donc je saignais énormément du nez, je suis montée pour appeler la police pour signaler ça. Ange, en fait, il est monté toquer à ma porte pour me dire justement, écoute, moi, bah, vu que j'étais là, tiens mon numéro, si tu vas déposer plainte, si tu as besoin de moi, n'hésite pas, je serai là, je ferai une déclaration si nécessaire, si tu as besoin de moi. Euh, et en fait, je l'ai pas fait. Pour être plus précise, je suis partie avec une ancienne copine à moi à l'hôpital pour faire constater les blessures. Enfin, voilà, fallait faire on doit faire un certificat médical avant de déposer plainte. Et quand je suis arrivée donc aux urgences de l'hôpital, c'était parce que c'était tard, il était 21h, 22h, la dame elle m'a dit écoutez, très sincèrement, vous en avez pour minimum 6-7 heures d'attente. Donc je me suis dit bon bah je reviendrai demain et j'y suis jamais retournée. Entre-temps, lui, en fait, il était resté du coup sur Lyon, chez des amis à lui, et en fait, il m'harcelait. Il m'appelait tous les jours, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Il était venu se mettre à genoux devant chez moi, en pleurant, en me disant, mais je me suis pas contrôlée, mais je te jure, enfin, ils sont très 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 bons acteurs, hein. Fondu en larmes, voilà. J'ai dit, bon, j'ai attendu 2 semaines, et on a recommencé. Entre-temps, il était rentré donc, dans sa ville et je me suis dit, bon, là, ça fait. En fait, je voyais plus. Je voyais plus les signes de vraiment Warting, Hartung, attention, je ne les voyais plus. Donc c'était, ok, d'accord, bon, il s'est excusé, il a pleuré quand même, il a fondu en larmes. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible, surtout, voilà, moi, quand je vois quelqu'un pleurer à 99%, je vais me mettre à pleurer avec. Donc, j'ai cru en sa sincérité. Et sachant que
chose que je n'avais jamais faite. Je lui ai pardonné une infidélité, sachant que dans mes précédentes relations, dès que j'avais même un doute, je n'attendais même pas d'avoir la confirmation de la tromperie, je quittais la personne, je coupais les ponts tout de suite. Voilà. Donc ça a été comme ça. Une fois qu'on, voilà, après cet épisode-là, il est venu habiter avec moi dans mon appartement, ça se passait plus ou moins bien. Et le souci, c'est que, en fait, j'étais la seule à travailler et qu'il se prélassait. Clairement, il se prélassait, il voulait pas bosser, il traînait avec ses potes, fumait dehors, voilà, il voulait pas bosser. Et à chaque fois, bah, du coup, forcément, je lui disais, écoute, au bout d'un moment, il va falloir que tu bosses. Euh, non. Oui, j'essaie, je cherche, mais je trouve pas. Donc, quelqu'un qui est fraîchement diplômé, qui ne trouve pas de travail en commerce à Lyon, c'est impossible, très sincèrement. Donc, la vie a continué son cours. Et un jour, en fait, j'ai découvert qu'il m'avait retrompée. Et à ce moment-là, j'ai dit non, stop. C'est fini, je ne veux plus. Donc je lui ai officiellement dit, c'est fini entre nous. Tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Et là a débuté le début de l'enfer. Donc, à ce moment-là, il me dit, non, moi je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas de travail et d'appartement. Vu que l'appartement, c'était le mien, donc il était à mon nom, j'ai vu qu'il voulait pas partir, j'ai fait venir la police pour le faire sortir de chez moi. Ils l'ont fait sortir, ils ont récupéré le double des clés que lui il avait, et, euh, et voilà, ils l'ont fait sortir, mais bon, ils l'ont gardé quelques temps. Après, bon, en fait, il a sonné, c'était le matin, l'après-midi, il a sonné pour me demander si il pouvait monter récupérer ses affaires. Moi, naïvement, bêtement, j'ai envie de dire, je l'ai ouvert. Je me suis dit, bon, il va récupérer ses affaires, il va partir, il a compris, c'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un de normal. Évidemment, il est rentré dans l'appartement, c'était pas du tout son but de partir. Je me suis prise une avalanche de coups. Euh, ça a été une horreur. Des croche-pattes, des coups de poing, des coups de pied. J'ai été massacrée ce jour-là. Et juste après, je me suis dit, est-ce que parce qu'il s'est mis à fondre en larmes juste après, hein, une fois qu'il avait fini ses horreurs. Je suis désolée, tu me mérites pas, je suis désolée, Je me suis dit, bon cocotte, là t'as deux choix. C'est soit tu rentres dans son jeu et tu trouves une solution après, parce qu'à ce moment-là, ça y est, j'étais réveillée, j'avais récupéré mon cerveau. Soit tu continues à dire non, c'est fini, prends tes affaires, va-t'en, et là, ça va aller très très loin. J'étais seule, donc il aurait pu faire n'importe quoi. Ma famille vit en Alsace, je suis toute seule sur Lyon. Donc j'aurais pu mourir, tout simplement. Donc j'ai laissé finir son amas de larmes là, ses larmes de crocodile. Et je lui ai dit, ok, d'accord, oui, je te pardonne, voilà. À ce moment-là, en fait, il m'a dit, écoute, par contre, je vais sortir. Je vais rentrer assez tard parce que j'ai un match de judo à voir. Donc je rentrerai tard. Il est parti. Et en fait, il n'a pas pensé à reprendre le double des clés que la police lui avait enlevé le matin. Donc, à partir du moment où il est parti, j'ai attendu une quinzaine de minutes. Et là, j'ai même pas fait attention, mais j'ai speedé, mais comme jamais. J'ai appelé mes parents. J'ai demandé à mon père, parce que du coup, j'ai pris un billet pour aller chez mes parents en Alsace. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, écoute, j'arrive à 23h à la gare, tu viens me récupérer. J'ai appelé un taxi qui est venu me chercher en bas de chez moi. Et j'ai fui. Voilà, je suis partie. À partir de ce moment-là, ça a été, en fait, j'avais déposé des plaintes avant ce moment-là. J'avais déposé des plaintes en allant en cachette à l'hôpital pour faire constater mes blessures et au commissariat. J'avais déjà toutes mes plaintes, j'avais caché ça dans un sac, en dessous d'un sac. Enfin, donc je suis partie avec mes plaintes et avec mes certificats médicaux. Sachant que ce jour-là, donc le jour où je voulais quitter, que je suis partie de la maison, j'avais des bleus, j'avais des bosses, j'avais le poignet cassé. Enfin, ça je l'ai fait constater une fois que je suis arrivée en Alsace. Dès que je suis arrivée en Alsace, le lendemain matin, je suis partie au commissariat et chez le médecin traitant de ma famille pour faire constater les blessures, les coups. Donc à ce moment-là, forcément, lui, il a été, le temps que ça se mette en procédure, il a été contacté par le commissariat et on devait faire donc une confrontation. J'ai commencé à faire des allers-retours entre
l'Alsace et Lyon pour faire des confrontations avec lui. Sachant que, donc en Alsace, ce que j'ai fait, après avoir déposé plainte, j'ai pris un avocat directement. Un avocat euh, pour violence aggravée, du coup, pour qu'il soit condamné, parce que pour moi, c'était hors de question de le laisser dans la nature et qu'il ne paye pas ce qu'il a fait. C'était hors de question. Donc, cette avocate, elle m'a fait une ordonnance de... Je suis passée devant le juge, elle m'a fait une ordonnance de protection qui lui interdit de rentrer en contact avec moi et d'être dans les environs de chez moi. Donc ça, c'était fait. C'était acté. Quand je suis revenue à Lyon, forcément, le jour même où je suis rentrée, hein, il était dans les parages. Je sais pas comment il a su que j'étais là, ou il surveillait, je ne sais pas. Mais au moment où je suis rentrée, il était déjà en bas de chez moi, en train de sonner, en train de taper à ma porte, et en train de crier des choses, mais obscènes, mais dégueulasses par le dehors. Et moi, en fait, j'entendais salope, machin, enfin des choses horribles, pour me faire descendre. Je ne suis pas descendue, j'ai appelé la police, et c'est vrai que ce qui a été compliqué pour moi, c'est que malgré l'ordonnance de protection que j'avais, ça veut dire que les policiers, même en le voyant dans mon secteur, auraient dû directement l'embarquer. Mais ça, c'est pas fait. Il venait, il me le descendait en bas, mais il avait la clé de l'entrée. Donc en fait, il montait, il remontait, il repartait, il remontait. Il avait pris la fâcheuse habitude de se cacher entre les étages, de se cacher dans ma cave, parce qu'il avait les clés de la cave. Et mes voisins m'ont dit que pendant que je n'étais pas là, pendant que j'étais en Alsace, il avait vécu dans ma cave. Effectivement, j'ai retrouvé des matelas, des coussins, une couverture, enfin voilà. Euh, donc voilà, il m'a fait vivre un enfer pendant pratiquement 3 mois. Pendant 3 mois, il était toujours en bas de chez moi, en train de m'insulter, en train d'essayer de défoncer la porte, se cacher entre les étages. Et un jour, en fait, il a réussi à rentrer. Comment il a fait? J'étais avec des amis chez moi et j'ai quelqu'un qui toque à ma porte. Je regarde par le Judas et je vois une personne, un homme assez grand, assez musclé, avec un brassard de police. Et ce qui s'est passé, c'est que 10 minutes avant, mon ex était dehors en train de crier, en train de sonner donc en bas. Donc j'avais appelé la police pour qu'il vienne en civil, pour qu'il l'attrape. Mais donc forcément, moi je vois quelqu'un avec le brassard de police devant ma porte. Donc je me dis, bah du coup, c'est les policiers que j'ai appelés il y a une 15-20 minutes. J'ouvre la porte, mais j'ai un espèce de petit crochet là, je le laisse quand même. J'ouvre la porte, je regarde le monsieur. Et là, derrière le soi-disant policier, mon ex était caché juste derrière. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte, j'avais mon téléphone à la main. Donc il a passé sa main, il a pris le portable et il s'est enfui avec. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, il s'est enfui avec. Comme je suis en très bonne relation avec sa famille, j'ai appelé son oncle et je lui ai dit, écoute, je sais pas pourquoi il a pris mon téléphone, mais vraiment, il me laisse pas tranquille, j'en ai marre. Dis-lui qu'il me ramène mon téléphone, je ne comprends pas pourquoi il l'a pris. Son oncle l'a appelé. Et au final, le monsieur policier, hein, une fois que lui il a pris mon téléphone, il est parti. Hein, j'ai jamais su c'était qui, pourquoi il était là. Bref, donc il donne mon téléphone à mon voisin d'en face. Voilà, il donne le téléphone à mon voisin d'en face. Et donc mon voisin toque. Donc moi je vois mon voisin, petit papy, papa d'une de mes copines et tout. Donc une méfiance pour le coup. Je me dis bon, il a dû le croiser en bas, il lui a donné le téléphone, et puis cool. J'ouvre la porte, je prends mon téléphone, et là, il écarte mon voisin, mais il le pousse violemment. Il lui dit rentrez chez vous. Il pénètre dans mon appartement et il referme la porte. Le voisin essaie de re-rentrer en disant hey, qu'est-ce que vous allez lui faire? Cassez-vous. Il ferme la porte. Et ce soir-là, euh, il s'est passé des choses, mais tellement inhumaines et tellement horribles qu'à l'heure où je vous parle, je me demande comment j'ai fait pour ne pas devenir folle, pour ne pas tomber en dépression, vraiment. Il a fermé la porte. Et là, c'était une avalanche de tout et de n'importe quoi. Clac. Il m'a déchiré mes vêtements. Il me filmait, hein, en me crachant dessus, en m'insultant, en me disant si tu ne vas pas annuler tes plaintes et si tu ne laisses pas tomber le procès, je vais te faire la misère. Il m'a couru après dans l'appartement avec un couteau de boucher de 30 centimètres. Vous vous rendez compte de la chose? Donc ça veut dire que je vivais
pendant plus de 2 ans et demi avec un cinglé, un malade mental, sans même m'en rendre compte en fait. Au moment où il s'est mis devant moi, avec ce couteau, et il m'a dit, écoute, si moi je veux, là, je te tue ou je te défigure. Au mieux, je te défigure. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, oui, tu peux le faire. Mais tu vas finir ta vie en prison, et puis voilà, c'est ça qui va t'arriver. Et moi, si je dois mourir, si le moment est venu pour moi de mourir, ben, je mourrai. Mais moi, je suis très croyante, et j'ai dit, je sais très bien que si je ne dois pas mourir aujourd'hui, c'est que le Seigneur a décidé que je dois vivre. Donc fais ce que tu as à faire. Il n'a rien fait de plus. Il est parti reposer ça. Mais par contre, comme je vous ai dit, il m'a filmé en m'arrachant mes vêtements, en me crachant dessus. Il m'a jeté du dissolvant dans les yeux. Il m'a jeté de l'huile, du vinaigre sur les cheveux. Enfin, une horreur, une horreur. Donc après, comme je vous ai dit, il m'a jeté de l'huile, plein de choses sur le visage, sur les cheveux. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que il m'a redit, appelle ton avocat demain et dis-lui que tu annules tout. Je lui ai dit non, jamais de la vie, je ne le ferai pas. Tu as fait des erreurs, tu as fait des choses graves, tu vas devoir les payer. Et si je dois en payer de ma vie, tant pis, mais tu vas payer ce que tu as fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il est parti dans les toilettes, il a pris ma serpillière, une espèce de serpillière carrée là, comme les Swiffer. Il l'a plongé dans les toilettes, il me l'a essoré dans la bouche, enfin il m'a tiré les cheveux en arrière, et il m'a essoré ça dans la bouche. Et pour que je cède en fait, c'était hors de question. À ce moment-là en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté. Il est parti se chauffer une assiette de pâtes. Et il mangeait comme ça. Et là j'ai vu à son regard, mais vraiment à son regard, que cette personne n'est pas habitée d'un esprit humain, vraiment. Le regard était complètement vide. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que il a dit bon, j'y vais. Il est parti, il a mangé ses pâtes, en fait, et il est parti. Il a claqué la porte. Moi, j'ai tout de suite appelé la police pour faire constater tout. Ils sont venus, ils m'ont trouvé dans un état, mais lamentable, à moitié nu. Bon, j'avais mis un peignoir après, évidemment, mais ils avaient vu du coup ma robe déchirée, euh, toutes les huiles sur les murs. Euh, C'était un carnage. Donc à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, je leur ai dit, écoutez, vous êtes venus au moins 7 fois, vous auriez dû l'embarquer, vous l'avez pas fait. Vous attendez quoi en fait? Là, clairement, aujourd'hui, il aurait pu me tuer, mais d'une facilité, mais déconcertante. Donc vous attendez quoi? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon avocate. Mon avocate a appelé la procureure. Ils sont partis leur mettre la pression au commissariat en question. Et il s'est fait choper la fois d'après. On est passé en procès. Il a pris de la prison, première fois. Et il avait pris 3 mois, je crois. Pendant ces 3 mois, il m'envoyait des lettres. Des lettres étaient déposées. Parce que bon, il n'y avait pas d'enveloppe, donc je pense que quelqu'un avait dû les déposer pour lui. Des lettres tous les 2 jours. Je l'ai signalé à mon avocate, dit tout de suite. Elle m'a dit, par contre, ça passe pas. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de te contacter. Tu as une ordonnance de protection, il n'a pas le droit de te contacter. Et puis en plus, il est vraiment culotté. Elle a fait des photocopies. Il a été rejugé. Quand il est sorti de prison, il est retourné, parce qu'il avait fait de la prison à Lyon. Quand il est retourné chez lui, dans le Nord, il a été reconvoqué. Ça parce que l'affaire a été rejugée, car la nouvelle juge qui avait traité le dossier avait décidé qu'il n'avait pas assez pris en fait, que 3 mois par rapport à ce qu'il avait fait, c'était peu. Donc elle lui a remis derrière, avec du coup en plus de ça l'histoire des lettres. Il a pris 11 mois qu'il a fait directement là-bas dans le Nord. J'ai pas eu de nouvelles pendant toute cette période-là. Voilà, je suis toujours en contact. Je suis restée toujours en contact avec sa famille à ce moment-là. Donc, voilà, lui, j'avais pas de nouvelles. Pas de nouvelles du tout. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, ça s'est arrêté. Il a repris sa vie, j'ai repris la mienne. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un après. Après ça, on va dire à peu près 7-8 mois 7-8 mois après la fin de la relation, pardon. Et c'est la personne avec qui je suis actuellement. Et Dieu merci, tout le lot de malheurs que j'ai eu avec mon ex sont largement rattrapés.
en bonheur avec mon conjoint actuel. Sachant que voilà, le pauvre, il a eu du boulot parce que j'étais complètement détruite. J'étais ramassée à la petite cuillère. J'avais perdu énormément de poids. J'étais triste, j'avais des ulcères d'estomac. Mais par contre, je ne regretterai jamais d'être partie. Tout simplement, enfin d'être partie, de l'avoir fait partir. Euh, à ce moment-là, j'ai perdu le fait de partir en Alsace, j'ai perdu mon travail, j'étais en CDI. Mais c'était ma vie qui importait et je me suis sauvé la vie. Euh, voilà, tout simplement, j'ai décidé de redémarrer une vie où justement je profite et je chéris les personnes qui m'élèvent vers le haut. Ce qu'il en a résulté de cette relation, évidemment ça laisse des séquelles, surtout que je n'ai pas voulu... ce qu'il en a résulté du coup, c'est que donc moi je n'ai pas pris de suivi psychologique parce que je n'en ressentais pas forcément le besoin. J'ai fait, je pense, ma propre thérapie, même si ça m'a fragilisée sous beaucoup de choses. En fait, je pense que mon cerveau a vite enterré ça rapidement. Euh, même quand j'en parlais, même quand j'en parle actuellement, euh, si je vous en avais parlé au moment, quelques mois après, j'aurais déjà fondu en larmes depuis bien longtemps. Mais je pense que mon cerveau a rangé ça dans une case de ma tête pour pas que je ne devienne folle, tout simplement. Y a plein de personnes qui m'ont dit mais vous avez pas sombré, vous avez pas... C'est rare. Généralement, voilà, c'est compliqué. Après, le après est très compliqué. Les seules séquelles que j'ai gardées, c'est des crises d'angoisse que je ne faisais pas avant, qui sont très rares, hein, mais j'ai des crises d'angoisse. Et je ne faisais pas de crise d'angoisse avant de connaître cette personne. Donc forcément, c'est une des séquelles. Séquelles qu'il y a eu aussi, juste après tout ça, j'avais du mal à dormir, je faisais énormément de cauchemars. Mais bon, Dieu merci, tout va bien maintenant. J'ai pu me réinventer et on va dire entre guillemets renaître. Donc surtout, n'hésitez pas, même si je sais que voilà, c'est ce point sur lequel je voulais parler, ce n'est pas facile de quitter quelqu'un comme ça. Il y a la peur qui vous retient. Il y a une partie d'amour qui vous retient. Euh, la peur aussi, surtout, de ne pas être cru. Parce que clairement, mon ex, c'est quelqu'un qui était très sociable, qui était ultra aimé, qui avait des tas d'amis autour de lui, qui transposait vraiment une image de lui qui était lisse, mais tellement lisse à l'extérieur. Le mec qui est marrant, qui a plein de potes, qui est toujours là pour rendre service, qui est super bien habillé, il avait une image nickel. Mais l'intérieur, c'est... Du coup, je pense que je suis la seule personne sur Terre qui connaît la noirceur de cette personne. Évidemment, parce que j'ai vécu avec lui. Même sa famille ne s'en doute pas. Même ma famille, pendant un moment, ne me croyait pas, mais essayait de lui trouver des excuses. Alors que le mec, il est juste fou. Il a juste un problème psychologique. Et le souci, c'est que le pervers narcissique, pour vraiment réussir à poser un diagnostic, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils sont très malins. Et justement, ils ont tellement l'habitude de jouer un rôle il faut vraiment que ça soit suivi par un psychiatre, etc. C'est très compliqué. Moi, j'ai pas réussi à le faire observer par un psychiatre, par exemple. Alors qu'en soi, avec tout ce qu'il a fait, on se doute quand même que là-dedans, hein, c'est pas tout rose. Donc, faites attention à vous. Quand vous voyez une personne qui est trop dans... Comment dire, qui essaie de vous faire tout le temps plaisir, mais dans le fait d'essayer de coller à vos critères, qui vous demandent ah mais t'aimes les mecs comment, tout ça, ce genre de personnes qui vous rabaissent constamment, qui trouvent toujours quelque chose pour vous rabaisser. Ne restez pas avec des gens comme ça. Qui, moi je me rappelle, mais c'est un truc de fou, mais il s'habillait toujours nickel. Et il vérifiait que je sois aussi nickel que lui avant de sortir. C'est-à-dire que si j'avais une poussière ou une espèce de petite bouloche, il allait vite. Moi je pensais qu'il prenait soin de moi. Je me suis dit, ah c'est trop mignon. Mais en fait, non, non, non. Il faut qu'on colle à son image à lui. On ne doit pas lui faire honte. Donc dès que je prenais 2 kilos, ah mais t'es devenue grosse, ah mais c'est pas possible, faut que tu fasses du sport, tout ça, tout ça. Euh, voilà. Quelqu'un qui vous rabaisse. Quelqu'un qui vous dit, oh, qui vous met un petit coup. Non, ça passe pas, il n'y a pas de petit coup. Ça commence comme ça et après ça monte très très loin. Très très loin. Si un jour on m'avait dit que cette personne me ferait avaler de l'eau de mes toilettes, mais pour moi, mais même
Mais même quelqu'un de la Gestapo, il fait pas ça. Donc j'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé qu'il était aussi mauvais et aussi diabolique. Voilà, moi personnellement, avec le recul, c'est comme ça que je vois mon histoire avec lui. C'est ma rencontre avec le diable. Voilà, ma rencontre. Si je devais écrire un livre et donner un titre à ce livre, ce serait le jour où j'ai rencontré le diable. Mais vraiment. Et forcément, quand une personne a une image qui est si différente de ce qu'elle est à l'intérieur, les gens vous croient pas. Les gens pensent, oh, faut l'exagérer, c'est pas possible, il est trop cool, il est trop sympa ce mec, c'est pas possible. Sachant que je connaissais sa famille, je connaissais ses amis, je connaissais ses amis proches de l'école, quoi, de la fac et tout. Personne s'en doutait, mais personne. Tout le monde me disait, mais non, c'est pas possible. Il peut pas faire ça. Il lèverait jamais la main sur une femme. C'est impossible. Donc faites attention à vous. Quand vous voyez des mecs comme ça, il faut fuir. Il y a plein de... Comment dire? Il y a plein de oh! Et il y a plein de signes. Vous allez par exemple sur Google, même quand vous regardez, moi je me rappelle, j'étais partie voir sur Google après coup euh, les signes qu'une personne est pervers narcissique. Il collait à tout. En fait, c'était lui, tout simplement. Euh, c'est des gens qui n'ont pas de vraies émotions. Donc en fait, ils en font toujours trop dans leurs émotions. Quand je le voyais fondre en larmes, alors que c'est moi qui me suis fait taper, clairement, je comprenais pas. Mais en fait, tout est simulé. Ils ne ressentent rien, ces personnes ne ressentent rien. Je me rappelle que du coup, il avait eu une psychologue qui le suivait en prison, que j'avais eu au téléphone, et elle m'avait dit, mais lui, quand il raconte ce qu'il a fait, pour lui, c'est vous le problème. En fait, ils sont incapables de ressentir de la culpabilité. Pour vous, pour eux, c'est vous le problème. C'est vous qui l'avez cherché. T'avais qu'à te taire, t'avais pas qu'à me chercher, t'avais qu'à te taire quand je te disais de fermer ta gueule. Ils ne sont pas capables de se dire, oui, c'est moi. Ils vont mettre tout le temps la faute sur l'autre personne. Et elle me disait, même au niveau de... euh, quand elle lui demandait s'il regrettait, ah non, 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 elle m'a cherché, bah voilà, c'est de sa faute à elle. Donc, ne vous attendez même pas à recevoir des excuses, encore moins des excuses sincères de ces personnes. Ils n'en sont pas capables. Psychologiquement, c'est impossible. Ils ne peuvent pas le faire. Donc faites attention, protégez-vous, et dès que vous voyez des signes comme ça, on prend la fuite et vite. Parce que vous allez vous retrouver seul au bout d'un moment. C'est ça le risque, c'est que ces personnes-là, moi quand il m'a connue, j'étais pas très, très entourée, mais j'étais quand même bien entourée. Pour quelqu'un qui n'a pas sa famille dans la ville où elle vit, j'étais bien entourée, j'avais pas mal de copines, pas mal de copains, parce que je traîne souvent avec des hommes, je m'entends mieux avec les hommes de base. Et évidemment, il m'a fait des problèmes avec tous mes amis, des embrouilles, et c'est des amis que je connaissais depuis des 6 ans, des 7 ans. Embrouilles, créer des problèmes. Une fois qu'il a enlevé j'avais deux potes, mecs quoi, supprimés. Après, il restait donc la copine avec qui j'étais partie justement dans le Nord quand je l'ai rencontrée. Pareil, il l'aimait bien au début. Hein. Et du jour au lendemain, je peux plus la voir, je veux plus que tu traînes avec elle. Mais vraiment, tu ne traînes plus avec elle. Hop là. Et après, en fait, il y a un moment, je me suis retrouvée vraiment seule. Je n'avais plus personne. Plus personne. Donc forcément, quand vous n'avez plus personne, il peut bien vous attaquer, vous contrôler, vous manipuler. Et c'est ça le but. Si vous voyez que la personne, fille ou garçon, essaie de vous isoler de votre famille. Moi, quand je voulais partir en Alsace chez ma famille, il me disait, ah mais tu restes pas plus de 3 jours. Et constamment, il m'appelait quand j'étais là-bas. Constamment, constamment, constamment. Parce qu'en fait, ça, c'est pourquoi? C'est pour vous éviter d'ouvrir les yeux. Parce que quand vous allez vous rendre compte de la merde dans laquelle vous vous êtes mise, forcément, vous allez vouloir en sortir. Et ça veut dire que lui, son joujou, il l'aura plus. Il aura plus sa petite marionnette à manipuler. Donc, faites attention à vous. Ces personnes sont nuisibles. Ces personnes sont très dangereuses. Comme je vous le dis, je remercie le Seigneur tous les jours d'avoir pu sortir de ça, d'être vivante. D'être vivante et de pouvoir encore apprécier la vie et d'être tombée sur des personnes vraiment, vraiment géniales, que ce soit mon chéri, que ce soit mes belles-sœurs, que ce soit du coup ma famille
qui après a été au courant quand je me suis enfuie et qui m'a beaucoup soutenue. Euh, pour moi, voilà, je suis une miraculée et évidemment, je ne vais pas gâcher le reste de ma vie euh, pour cette personne. C'est pour ça que je n'ai jamais euh, fait de dépression. Je me suis dit, je ne vais pas lui donner ce cadeau de me voir, qu'il puisse me voir en fait plus basse que terre et plus basse que lui. Non, je ne lui laisserai pas ce plaisir. Je vais juste lui montrer que ma vie, elle a changé, que je suis avec quelqu'un d'autre, que je suis bien. Mais même moi, en tant que personne, par exemple, entre le moment où je n'étais plus avec lui et le moment aujourd'hui, actuellement, où je vous parle, j'ai pris 30 kilos. Mais je suis 1 million de fois plus heureuse avec ces 30 kilos qu'avec les 12-15 kilos que j'ai perdus à cause de lui, à ne plus pouvoir manger parce que mon estomac était noué comme ça. Euh, non, moi j'aime bien. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Et j'accepte et voilà, c'est pour ça que dès que je vois des personnes où j'ai des suspicions, je vois leurs conjoints, leurs copains, leurs copines sont un peu bizarres, je vois des signes, j'essaye d'avertir la personne, même si la personne ne veut pas, parce qu'elle-même elle a un voile devant les yeux qui fait qu'elle ne verra pas, j'essaye parce que j'estime que j'aurais bien voulu on m'en en parle. Il y a des gens qui ont essayé de m'ouvrir les yeux, pour être honnête, mais à ce moment-là, j'étais aveuglée, tout simplement. J'étais manipulée et aveuglée. Je ne voyais rien, je ne voyais pas où était le mal. Donc voilà, et surtout, mais même si vous avez peur, même si je sais que c'est loin d'être facile, déposez plainte. Déposez plainte, ne laissez pas ces personnes s'en sortir. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de traces et la personne ne payera pas. Et en plus de ça, pourra, même si vous arrivez à vous en sortir, pourra s'en prendre et va s'en prendre à quelqu'un d'autre. Donc ne serait-ce que pour ça, s'il vous plaît, déposez plainte, ne vous laissez pas faire et surtout restez entouré. Même si je sais que c'est pas très glorieux d'aller dire, moi quand j'ai dû expliquer à mes parents ce qui m'était arrivé, que je me faisais taper, qu'ils m'ont vu arriver avec des bosses, avec des bleus, c'était dur, je me sentais euh, comme si c'était moi le problème. Je me disais mais là c'est la honte, sachant qu'en plus je me suis battue pour cette relation euh, et que tout ça pour ça en fait. Donc c'est la première fois que je parle d'un homme à mes parents et pour que ça se termine comme ça. Donc j'avais une part de honte alors qu'en fait non, c'est pas à moi d'avoir honte, c'est à lui d'avoir honte. Et c'est ça l'important. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à en parler à votre famille pour justement être entouré. Et plus vous serez entouré, plus cette personne elle va partir d'elle-même parce qu'elle pourra plus vous manipuler si vous ouvrez les yeux et que vous avez des gens autour de vous. Elle ne pourra plus. Donc c'est vraiment, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Dès qu'il y a un souci, allez déposer plainte. Euh, il faut être sans pitié. Je vous le dis clairement. Avec ce genre de personnes qui justement ne culpabilisent pas, trouvent que c'est totalement normal ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, euh, il faut pas avoir de pitié. Parce qu'en fait, la moindre petite, comment dire, gentillesse ou hésitation que vous pouvez avoir avec ce genre de personnes, ça va être pris pour de la faiblesse. Et là, son seul but, ça va être de vous écraser, de vous faire plier. Donc vraiment, soyez sans pitié, pas de quartier. Vous déposez plainte, vous protégez avec votre famille, avec vos amis. Vous ne laissez vraiment, il ne faut pas rester avec ces gens. Mais vraiment, vous allez vous gâcher la vie. Vous allez peut-être, comme malheureusement encore beaucoup de femmes et d'hommes, de femmes quand même notamment, se font tuer par leur conjoint. Aujourd'hui, en 2021, on est encore voilà, à ça. Il serait bien aussi que que les services de police prennent ça beaucoup plus au sérieux. Parce que moi, avec une injonction, avec une ordonnance d'éloignement, il a quand même réussi à venir 7 fois dans mon immeuble. Alors que normalement, dès la première fois qu'ils l'ont chopé, ils auraient dû directement l'emmener en prison. Enfin, l'emmener euh, au commissariat et il aurait dû passer en comparution immédiate. Parce que j'avais une ordonnance qui me protégeait. Mais ça n'a pas été fait correctement. Donc, heureusement pour moi, voilà, pendant ces 7 fois où il est revenu, il n'est pas passé à l'acte, mais il aurait pu le faire.
Il aurait pu le faire et je serais actuellement pas là en train de vous parler. Je serais morte depuis des années. Donc s'il vous plaît, euh, restez très observateur. Faites attention à vous. Parlez-en dès qu'il y a des signes, parlez-en, quittez la personne et protégez-vous. Même si vous devez partir chez la famille quelque temps, ces personnes-là ne vous lâcheront jamais. Il va falloir montrer que vous êtes fort. Et contrairement à ce qu'on pense, les pervers narcissiques ne s'en prennent pas à des personnes qui sont dites, entre guillemets, fragiles, faibles ou dépressives. Non. Leur type de personne, le type de victime qu'ils recherchent, c'est des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui sont entourées, des personnes qui sont solaires, des personnes qui ont confiance en elles. Parce que en fait, ça reflète ce que eux ne sont pas. C'est des gens qui n'ont absolument pas confiance en eux. Voilà pourquoi ils passeront leur vie à essayer de vous rabaisser. Mais il faut justement leur montrer que il n'y a rien à rabaisser, que vous avez confiance en vous. Et vous verrez que vous pouvez vous en sortir. Il faut se donner les moyens. C'est loin d'être facile. Émotionnellement, au début, c'était invivable pour moi. Parce que voilà, je le voyais tout le temps caché en dessous de ma fenêtre, caché dans mon parking, caché. C'était de l'harcèlement. C'était horrible, mais je ne regrette en aucun cas tout ce que j'ai fait. Parce que j'en suis là aujourd'hui, car j'ai pris cette décision. Si j'étais restée dans cette ambiance-là, je serais morte, ou défigurée, ou handicapée, ou il me serait arrivé quelque chose de grave, c'est sûr. Donc, j'ai réussi à prendre la porte de sortie, j'ai saisi l'occasion de le faire payer, et que justement, tu dois payer en fait. Tu as fait du mal, tu dois faire de la prison. Tu dois répondre de tes actes. Et c'est là où moi, peut-être, mon âme va s'apaiser un petit peu. Mais voilà, il faut être sans pitié. Je vous le dis clairement. Avec ces gens-là, il n'y a pas de pitié. Parce que votre pitié va être prise comme de la faiblesse. Et ils vont vous écraser. Donc voilà, je vous sais, elle est un petit peu longue la vidéo, désolée. Mais je pense que c'est super, super important d'en parler à l'heure où aujourd'hui, il y a encore des tas de femmes malheureusement qui se font tuer par leur conjoint. Donc, si on peut éradiquer ça, ça serait vraiment, vraiment bien. Même si vous voyez une de vos amies qui, voilà, vous sentez quelque chose. Moi, j'avais une de mes voisines où j'avais des soupçons. J'avais des soupçons sur son copain. Évidemment, elle me disait que non, mais justement, j'ai vécu en plein dedans, donc je sais reconnaître les signes. J'ai hésité au début. J'avais peur de perdre son amitié. Mais j'en ai parlé à ses parents. J'en ai parlé à ses parents. Et ils ont fait sortir cette personne. Et effectivement, mes doutes étaient fondés parce qu'elle m'avait quand même raconté certaines choses. Mais du coup, elle a pu s'en sortir. Elle a pu s'en sortir, être tranquille avec son fils. Et voilà, et c'est ça qui est le plus important. Et même si, après coup, quand j'en ai parlé à ses parents, elle m'a pas parlé pendant quelques temps, histoire de 2-3 semaines, parce qu'elle était énervée contre moi, mais je lui ai dit, je regretterai, même si un jour tu décides de ne plus m'adresser la parole, je ne le regretterai jamais, parce que si j'avais vu ça, enfin si j'avais rien fait, sachant que je savais, et que je savais ce que tu vivais, que je me doutais que c'était très grave, et que t'es un enfant en plus, si j'avais rien fait, qu'un jour on t'aurait retrouvée morte, je m'en serais voulu encore plus. Donc je préfère t'avoir sauvé et que tu ne parles plus plutôt que de n'avoir rien fait et de n'avoir rien fait et te savoir morte en fait. Sachant que ses parents, à cette fille, je leur avais demandé de l'aide quand j'ai voulu m'enfuir la première fois et qui m'ont fermé la porte au nez en me disant non, on se mêle pas de ça. J'ai supposé que c'était la peur. En vérité, à ce moment-là, j'aurais pu même eux les attaquer pour non-assistance à personne en danger. Mais voilà, j'ai pu m'en sortir de moi-même, donc tant mieux. Et en plus, j'ai aidé leur fille. Donc on va dire que, voilà, je pense qu'ils ont compris que la prochaine fois qu'ils ont une personne désespérée qui vient pour un peu d'aide, ils devraient l'aider. Voilà, donc c'était tout pour moi mes amours. J'espère que cette vidéo sera partagée et partagée et partagée pour informer le maximum de personnes. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée
Et voilà, c'est ma vidéo par rapport à ce sujet si difficile qui a hanté ma vie, mais qui fait que je suis la personne d'aujourd'hui et la combattante d'aujourd'hui. Passez une bonne soirée à vous.